Bien, mon père. Je prierai par lettre Monsieur Perrier de renouveler l'expérience au pied et au sommet du puits de Dôme. Nul doute, le résultat sera éclatant. Je crois qu'avant cela, messieurs, nous devrions voir le Père Noël de la Compagnie de Jésus pour connaître l'opinion qu'il a sur ces choses. C'est un homme de savoir et nous avons le bonheur qu'il soit de passage à Rouen. Je dis que ce vide apparent qui paraît dans le tube est un corps, puisqu'il a les actions d'un corps, qu'il transmet la lumière avec réflexion, et qu'il apporte du retardement au mouvement d'un autre corps, ainsi qu'on peut le voir en la descente du vif argent. Voyons maintenant quel est ce corps. Présupposons que, comme le sang qui est dans les veines est un mélange de bile, de pituite, de mélancolie et de sang, qui pour sa plus notable quantité donne au mélange le nom de sang, que de même l'air que nous respirons est un mélange d'eau, de terre et d'air, qui pour sa plus notable quantité donne au mélange le nom d'air. Or, tout ainsi que ce mélange qui est dans nos veines est un mélange naturel au corps humain, de même ce mélange qui est dans notre air est un mélange naturel au monde. Donc, tout ainsi que la séparation des parties qui composent notre sang se peut faire dans les veines, de même, la séparation des parties qui composent notre air se peut faire dans le monde. Je dis donc que l'air du tube, lequel, étant séparé de l'eau et de la terre, est plus subtil et plus rare que mélangé avec l'un et l'autre, peut pénétrer à travers les pores de certaines matières. Présupposons maintenant une chose vraie, à savoir que le verre a une grande quantité de pores. Il est vrai que ces pores sont si petits que l'air mélangé ne saurait passer au travers. Mais l'air séparé de l'eau et de la terre pourra pénétrer vers comme le fil de fer, quand s'il est trop gros ne peut passer à travers le trou de la filière. Mais s'il est amenuisé, il passe. Quant à l'autre objection que l'on vous a faite, à savoir qu'il n'est pas possible que la lumière se soutienne dans le vide, elle est une preuve péremptoire contre l'existence de ce vide, puisque la lumière est mouvement luminaire des rayons, composés des corps lucides, qui remplissent les corps transparents. Or, cette illumination se trouve dans l'intervalle abandonné par le vif argent. Il est donc nécessaire que cet intervalle soit un corps, puisqu'il est transparent. Vous le voyez, messieurs, le vide n'existe pas. Mon très révérend père, il est une règle universelle qui s'applique à tous les sujets où il s'agit de reconnaître la vérité. Et cette règle est celle-ci. On ne doit jamais porter un jugement sur l'affirmative ou la négative d'une proposition si l'on ne se plie à l'une ou à l'autre de ces deux conditions. Ou que cette proposition paraisse si clairement que l'esprit n'ait aucun moyen d'en douter. Et ceci est postulat. Postulat ou axiome. Je donne un exemple. Si à choses égales on ajoute des choses égales, les tout seront égaux. Ou, deuxième condition, que la proposition se déduise par conséquence infaillible de tels axiomes ou postulats. Tout ce qui a une de ces deux conditions est certain et véritable. Tout ce qui n'en a aucune passe pour incertain et douteux. Et nous appelons les choses de cette sorte, suivant leur mérite, tantôt vision, tantôt caprice, parfois fantaisie, quelquefois idée, et tout au plus belle pensée. Vous prétendez, mon révérend père, que le vide en haut du tube est un corps, disant que ce vide est un corps puisqu'il a les actions d'un corps, qu'il transmet la lumière, et qu'il apporte du retardement au mouvement des autres corps. Mais mon révérend père, rapportons cela à la méthode du raisonnement dont nous venons de parler. Nous trouvons qu'avant d'affirmer cela, il faudrait être demeuré d'accord sur la définition du vide, du mouvement et de la lumière. Or, pour prendre l'un de ces trois termes, nous ignorons tout de la nature de la lumière. Et cette nature nous demeurera peut-être éternellement inconnue. Ne tirons donc point, je vous prie, des conséquences de la nature d'une chose que nous ignorons. Présupposons, dites-vous ensuite, que,
Comme le sang est mêlé de plusieurs liqueurs, l'air de même est mélangé de plusieurs matières. Vous présupposez que l'air raréfié peut pénétrer les pores du verre. Mais mon révérend père, en ce temps où de si grands savants discutent avec tant de soin de ces choses, je ne peux pas croire que pour apporter une solution, vous ne proposiez autre chose qu'une matière dont vous présupposez l'existence. De toute manière, qui présupposera le contraire, tirera une conséquence contraire aussi nécessairement. Maintenant, si l'on vous demande de nous faire voir cette matière, vous nous direz qu'elle n'est pas visible. Si l'on vous demande de nous la faire entendre, qu'elle n'est pas audible. Et ainsi de tous les autres sens. Mais je n'ai fait qu'une hypothèse, me direz-vous. Une hypothèse. Mais pour qu'une hypothèse soit évidente, il faut que l'on soit sûr des causes et des effets. Par exemple, si je trouve une pierre chaude, que penseriez-vous du raisonnement suivant? Présupposons que cette pierre ait été mise dans un grand feu d'où on l'ait retirée depuis peu de temps. Donc cette pierre doit être chaude, or elle est chaude, donc elle a été mise dans un grand feu. Mais vous penseriez de ce raisonnement qu'il est faux, car le feu n'est pas l'unique cause de la chaleur qui peut procéder soit du soleil, soit de la friction. Enfin, mon père, vous définissez la lumière en ces termes. La lumière est un mouvement luminaire composé de corps lucides, c'est-à-dire lumineux. J'aurais peine, je vous l'avoue, à m'accommoder d'une définition qui dit que la lumière est le mouvement luminaire des corps lumineux. Vous avez fort bien parlé, mon fils. Ces messieurs vous répondront un autre jour. Nous n'y manquerons pas.